le moteur. Ça, c'est des questions qui sont complexes qu'il nous faut aujourd'hui interroger. Nous avons beau prendre dans la salle, il y a beaucoup de bruit là, ça dérange. Donc, s'il vous plaît, vous suivez en silence tous les élèves qui sont derrière. D'accord? On a beau prendre de grandes décisions. La lettre politique qu'on a déjà adoptée depuis 2013, le programme d'amélioration de la qualité de vie et de la transparence qui sont très bien conçus. Ces documents, nous avons partagé les assises de l'enseignement supérieur qui ont abouti aux conclusions et à des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, validées par le chef d'État. Nous venons de terminer en 2015, au mois d'août 2015, les assises de l'éducation où le président de la République a pris 11 décisions fortes, dont une décision, la décision concernant l'enseignement public, le ministre de l'Éducation a rappelé, a été particulièrement relevée. Mais toutes ces grandes décisions, toutes ces grandes options politiques sont confrontées à des difficultés. Bon, c'est avoir un véhicule où il y a toutes les biens assortis, il y a la carrosserie est bonne, les pneumatiques sont bons, le moteur est excellent, le carburant existe, il y a peut-être c'est le chauffeur qui manque. Il y a tout cela, mais le véhicule n'ira nulle part s'il n'y a pas de chauffeur. Mais qui va faire aujourd'hui démarrer le moteur? Parce que c'est les enfants qui sont là devant nous. Nous sommes aujourd'hui, nous adultes, en phase d'un dilemme. Nous avons tout donné, mais M. Mouy, M. Gueye, les Mme Cissé, ils ont tellement donné, vous les voyez tellement engagés, mais il ne sert à rien de faire marcher les pédagogues si toutes les autres écoles ne marchent pas. Parce que les pédagogues ont beau être une école d'excellence, mais si les autres écoles ne marchent pas, rien n'ira. Quelle est notre responsabilité, nous, maintenant, en tant que privés? Avons-nous des solutions à apporter pour que le système marche? Parce que même si nous faisons aujourd'hui, comme on dit, on ne fait pas le printemps, si nous faisons des merveilles, si le système éducatif ne marche pas, il y aura des difficultés. Toutes ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que nous formions des années blanches, mais c'est parce que le privé travaille que l'État n'ose pas annuler l'année ou bien invalider une année. C'est parce que aujourd'hui, nous avons au moins 25 à 30% des enfants qui sont dans les écoles privées, qui travaillent régulièrement. Si les 60-70% ne travaillent pas, on n'ose pas laisser dans la rue ou jeter vraiment l'enfant et l'eau du pain, parce qu'il y a un groupe qui ne travaille pas. Mais aujourd'hui, nous devons nous poser des questions à terme. Vers quoi allons-nous? Y a-t-il une dynamique que nous, dans notre façon de travailler, pouvons enclencher pour que le système fonctionne? C'est ça maintenant le problème, c'est que pouvons-nous, en tant qu'acteurs du privé, ne plus être des spectateurs, amener une dynamique qui fonctionne, qui marche bien, et cette dynamique-là, la dupliquer et même féconder aujourd'hui le système public. Comment faire pour que ce que nous réussissons si bien dans nos entreprises, dans nos petits coins, puisse aujourd'hui réussir pour que le Sénégal puisse sortir? Parce qu'on ne sortira pas la tête de l'eau si le Sénégal ne sort pas des régions. Tous ces programmes qui sont là, qui sont bien conçus, mais nous sommes confrontés à cette difficulté. Et c'est important de savoir que nous avons un rôle important à jouer. L'enseignement privé était en son temps une roue de secours. C'est ça l'image. C'était une roue de secours. Et vous savez, une roue de secours, on la mettait derrière le véhicule. Un véhicule peut rester 5 ans sans avoir besoin de sa roue de secours. Mais aujourd'hui, l'école privée est devenue une roue motrice. Vous voyez les 4x4 là? On dit qu'il y a des roues motrices parce que non seulement elle fait partie des 4 roues, même si c'est une 4e roue, mais aujourd'hui, quand le véhicule a des difficultés, il y a un mécanisme que vous manœuvrez pour que le véhicule puisse
sortir de ces difficultés. Quand vous êtes dans un endroit ensablé, enneigé, ou bien une montagne, quand le moteur a des difficultés de caler, vous appliquez, vous jouez sur le mécanisme et la roue motrice aide le véhicule à partir. C'est ce rôle-là que nous jouons actuellement dans l'enseignement privé. Ce n'est plus une roue de secours, mais une roue motrice. Mais cette roue motrice correspond maintenant à un besoin de plus en plus. Lorsque les parents allaient à l'école privée, parce qu'il n'y avait pas de solution, parce que l'enfant avait doublé, risqué d'être exclu, bien avait été exclu, on ne veut pas qu'il soit en dehors du système, on trouvait un moyen de le mettre de le caser dans l'école privée. Mais je pense que ce n'est pas le cas pour vous. Allô, mes chers auditeurs, vous, c'est brillamment, vous avez réussi à vos examens à l'entrée en sixième, certains, et vos parents ont accepté de vous mettre dans une école d'excellence. C'est parce qu'ils ont opté maintenant pour l'excellence. L'enseignement privé est devenu offshore. Ce n'est plus une affaire accidentelle ou conjoncturelle. C'est devenu l'option de l'enseignement privé est devenue une option forte, un choix raisonné, réfléchi des parents. Cela fait qu'aujourd'hui, le bilan dont on parlait, la demande et l'offre, est devenu aujourd'hui particulièrement central pour la demande. Ce n'est plus une entrée par l'offre où tout le monde devait aller à l'école. L'État ouvre des milliers d'écoles, il met tout le monde là-dedans, mais il y a à côté, au moment où la gratuité existe, des écoles privées, même si elles demandent cher, qui accueillent de plus en plus des enfants, parce que les parents, ce n'est pas parce qu'ils ont des ressources, qu'ils ont des moyens, mais parce qu'ils ont choisi de mettre dans la qualité, de mettre dans la performance, et surtout d'inscrire les enfants dans une perspective de qualité. Et aujourd'hui, c'est important, M. Guy de sortir tantôt, M. Mboué du moins, de sortir dans son discours liminaire. De plus en plus, l'école privée fait son bout de chemin parce qu'il y a des éléments de péjoration dans l'école publique. Et les facteurs de péjoration dans l'école publique font le lit et presque le levier, le moteur de l'école privée. C'est une situation qui me paraît aujourd'hui dramatique, parce que nous sommes pour l'essentiel des produits de l'école publique, nous les élèves, mais nous savons que l'école publique, quand elle est gérée correctement, elle peut faire de bonnes choses. Devons-nous maintenant laisser la situation perdurer? Devons-nous laisser aujourd'hui la crise s'installer de façon définitive? Est-il possible de renverser aujourd'hui la tendance pour que l'école publique joue le rôle qu'elle doit jouer et permettre à l'école privée de continuer à jouer aussi son rôle? Qu'il y ait un système de base communicant où les deux systèmes concurremment contribuent aujourd'hui au relèvement de la qualité, aux résultats que nous voulons atteindre, surtout le résultat de relèvement du capital humain. Aujourd'hui, c'est certain que les échecs massifs, les grèves et les perturbations dans l'école publique font le lit et les facteurs de développement de l'école privée. Et dans l'analyse, on sait que d'une certaine manière, ces dernières années, l'enseignement privé se présente comme un second souffle de l'État lorsque l'enseignement public est en situation d'échec. Ça, on le constate, on le déplore, on le vit tous les jours, cette situation d'échec. Tout récemment, j'ai appris qu'au niveau de l'enseignement supérieur, les nouveaux plans d'action qui sont prévus, c'est des plans qui risquent encore de corser la chose. Mais devons-nous regarder les choses et s'en limiter à ça, ou y a-t-il une solution qui doit venir de l'enseignement privé? Monsieur Mboué, je pense que nous les acteurs qui sont dans l'enseignement privé, c'est des questions que je voudrais qu'on se pose. Et hier, quand le ministre a annoncé, et vraiment il faut vous féliciter parce que vous avez eu la primeur de cette nouvelle, qu'ils vont prendre du poids de la tête et donner plus de place, plus de poids à l'enseignement privé dans le dispositif en dirigeant une direction de l'enseignement privé, c'est un courage
peut-être que l'État est en train de prendre, qu'il n'a pas osé prendre depuis longtemps, mais qu'il faut prendre. Souvent, les gens ont voulu éviter qu'on les caractérise. Comme quoi, c'est ce que les syndicalistes disent, que l'État est en train de privatiser. Il me paraît qu'il faudrait oser aujourd'hui prendre le problème par les corps. Il ne s'agit pas de privatisation, mais cette libéralisation voudrait qu'on fasse mieux là où on sait mieux le faire. S'il est évident aujourd'hui que dans le préscolaire ou bien dans l'élémentaire, on peut bien faire, mieux faire dans le public, s'il est avéré qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire dans le moyen bien dans le secondaire, il faudrait que l'État accepte et prenne ses responsabilités. Bon, hier, le ministre l'a annoncé, c'est hier que j'ai reçu un document de la Banque mondiale qui s'engage aujourd'hui à travailler avec un compte de l'éducation, avec le privé, pour voir comment améliorer les résultats, les rendements, la formation, pour que les investissements fournis dans l'enseignement puissent être quelque part et du sens. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer, on dit que 40% du budget de l'éducation est investi dans l'éducation, mais pour des résultats qui sont encore aujourd'hui difficiles à certains. On dit que les enseignants, les élèves sont devenus moins performants, que les enseignants ne sont pas très bien formés, mais malgré toutes les ressources, jamais on a mis autant de ressources dans le secteur, même pour des résultats qui sont encore budgétés. Donc, quelle question, quelle démarche, quelle autre stratégie devrait-on prendre et avec l'enseignement privé, quelle option devrait-on courageusement envisager pour que les investissements faits puissent être quelque part comptabilisés? Ce qui doit faire aujourd'hui la valeur ajoutée de l'enseignement privé, c'est ce que l'enseignement privé a de positif. Aujourd'hui, nous savons que les élèves qui sont là, qui sont à l'école privée, même si les parents ne surveillent pas au jour le jour, ces enfants assument une responsabilité et se sentent investis d'une mission qu'ils assument avec leurs parents. Et l'école, c'est qu'il a nécessairement des comptes à rendre, ce qu'on appelle la reddition de comptes. M. Moud n'ose pas amener une école, une cohorte d'élèves de la 6e à la 3e et fait des résultats qui avoisinent 10, 20, 30%. Il n'ose pas. Moralement, éthique par morale et par reddition de comptes, il n'ose pas le faire. Mais si on peut installer cette dynamique dans un plan, dans les espaces de travail, pourquoi ne pourrait-on pas transférer cette option où les élèves pourraient eux-mêmes sentir sur eux la responsabilité de travailler, refuser, parce qu'on va quelque part, des enfants, lorsqu'ils manquaient d'enfants, manquaient de professeurs, sont dans la rue exiger qu'il y ait des professeurs. Comment arriver aujourd'hui que la responsabilité, que les déviances que l'école est en train de prendre, que ceux-là qui sont dans le système puissent réclamer qu'on remette les choses dans l'ordre? C'est des questions sur lesquelles nous devons pouvoir le faire parce que nous ne sommes pas une quantité négligeable. Si nous voyons aujourd'hui que l'enseignement privé au préscolaire, nous en avons 44% des enfants au Sénégal. À l'élémentaire, nous avons 15% des enfants à l'élémentaire. Et c'est particulièrement intéressant, l'élémentaire, qui est la priorité, la seule priorité, toutes les politiques, tous les moyens sont investis pour qu'ils atteignent l'école publique pour tous, l'éducation pour tous, tous les moyens sont mis. En principe, c'est l'État qui devait avoir toute la plénitude dans ce maillon-là, mais l'enseignement privé continue chaque fois de faire des avancées. Aujourd'hui, ils sont autour de 15%, alors que l'État demandait au privé de prendre juste 10%. Mais chaque année, des efforts sont fournis. Et si nous voyons aujourd'hui, dans une zone comme Dakar, en 2015, 69% des écoles privées de l'élémentaire à Dakar sont privées. 69%. Donc, c'est les questions sur lesquelles, et Dakar, c'est la macrocéphale de Dakar, on connaît bien, Dakar représente presque 70% des activités économiques, culturelles, sociales du Sénégal. Et politique, 100% politique.
Donc, mais cela nous pose des questions. Nous, élèves dans le privé, nous, enseignants dans le privé, nous, acteurs du privé à Dakar, il y a un rôle qu'on doit jouer. Comment jouer? Je pense que c'est des questions dont on doit poser. Et dans le moyen, le rôle n'est pas négligeable, malgré aujourd'hui ce qu'on appelle la Guana, où de plus en plus tous les enfants peuvent aller en 6e. Malgré cela, plus de 11% des effectifs sont encore dans le moyen. Et au secondaire, nous sommes à un niveau extraordinaire. Dans la période de 2004 à 2015, nous avons fait des évolutions de 14%, parce que 15% dans le secondaire. Pour dire que la demande d'éducation dans ces cycles-là, dans le préscolaire, dans le moyen, dans le secondaire, reste encore très fort. Et c'est le privé qui est le principal pourvoyeur d'offres d'éducation à ce niveau-là. En 2015, on s'est rendu compte que 52% du cycle secondaire sont privés. Ça, c'est un élément important. C'est plus que la moitié du réseau national. Mais cela nous interpelle en tant qu'acteurs privés. Et cette interpellation voudrait que l'on ait des actions par rapport à ça. Au niveau de l'accès, la même chose, on retrouve aussi la part du privé dans la qualité. Et tous les efforts fournis par les partenaires, par techniques financières, par les parents et autres, se font ressentir. Et nous avons comme indicateur les examens officiels. Si nous prenons uniquement un élément comme le baccalauréat, on se rend compte, nous prions pour que vous puissiez accéder au baccalauréat, ceux qui sont en terminale réussissent brillamment, celles qui sont dans le cursus puissent arriver brillamment en terminale et faire le bac, et nous allons voir en 2011 vraiment ce que les brillants nous avons eu pour parler pour les préaux. Donc, aujourd'hui, pour la qualité, on se rend compte que, pour l'essentiel, les écoles privées font plus de meilleurs résultats de façon générale. Même si on désagrège, on se rend compte que le privé laïque fait moins que le privé catholique. Mais le privé pris en son ensemble fait des résultats beaucoup plus importants. Cela veut dire que l'investissement des parents, l'investissement des enseignants, des élèves dans le privé est conséquemment sanctionné, positivement sanctionné. Bon, cela voudrait que l'on continue à le faire. Mais cela rencontre quelques difficultés. Nous savons les difficultés auxquelles les cours sont confrontés. C'est ce grand biais que nous appelons de tout le cœur, ce qu'on appelle l'équité. On voudrait qu'il y ait une équité. Et l'équité voudrait que tous les enfants soient dans les dispositions pour pouvoir atteindre les mêmes résultats. Que les enfants qui sont dans le public comme sont dans l'institution dans le privé puissent être formés dans les mêmes conditions et accéder à des résultats presque similaires. Mais aujourd'hui, dans le privé, on sait qu'il y a des difficultés pour atteindre cette équité. C'est lié à la formation des enseignants. Si nous avons la chance d'avoir des M. Maud, qui ont été bien formés à mon école, bon, nous avons des enseignants qui sont des purs produits du privé, qui n'ont pas été formés. Et cela pose un biais, c'est un petit peu de débat. Et peut-être la proposition que nous voulons mettre avec la convention nationale employeur dans le cadre du contrat de solidarité pour amener des enseignants formés dans nos écoles. Il y a le problème d'infrastructure. Si les pédagogues n'ont pas ces difficultés, qui ont des locaux propres bien construits, la majorité des écoles privées n'a pas ces locaux, n'a pas ces infrastructures. C'est un élément, un problème d'équité. Bon, le ministre vous invite à aller dans la région. Je pense que cette invitation, il faut la faire autrement. Demander conséquemment qu'il y ait un accompagnement. Parce que c'est ça le rôle de l'État. Le partenariat public-privé dont on parle, dont on évoque partout, c'est permettre à l'État de faire de moins d'État et mieux d'État. Si aujourd'hui les pédagogues font mieux dans cette zone, l'État n'a pas besoin de créer un outil aujourd'hui et concurrencer les pédagogues. Il aurait accompagné les pédagogues, leur donner suffisamment de personnel en emploi, des moyens, des équipements, pour leur permettre d'enrôler tous les enfants dans la zone qui n'ont pas d'école dans les parents. Parce qu'aujourd'hui, aller dans une école
dans un lycée, il faut traverser pour aller au lycée, ou bien aller dans une autre commune, dans une autre ville. Mais à Grand-Yoff, proprement dit, il n'y a pas un lycée propre, il y a que le collège qu'on s'est transformé en lycée. Tout cela, c'est des solutions qui ne sont pas performantes. Comment aujourd'hui trouver des solutions, si on veut faire de l'équité, permettre à une école qui est là, qui donne de bonnes solutions, de faire ce qu'elle sait faire et que l'État s'occupe de choses sur notre niveau. Nous avons ces difficultés, c'est les investissements. Nous savons que le problème d'équité rencontre ce problème des investissements qui sont encore une difficulté que les écoles privées ne peuvent encore satisfaire. Il y a le problème du foncier. Si vous avez eu la chance d'avoir quelques terrains, je sais que la majorité des écoles privées ont toutes les peines du monde à trouver dans le foncier des solutions pour faire face à l'expansion. Et certainement, l'autre difficulté, c'est l'État, sa participation multiple par les subventions ne contribue pas encore à vous faire jouer son rôle d'équité. Et devant l'interpellé, l'État a dit qu'il met en place un programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence. Et l'équité, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait qu'on interroge les concepts et qu'on se l'approprie, que ce ne soit pas seulement des décisions et vraiment des pétitions de principe, des déclarations de principe. Il faudrait qu'on en arrive à ça. Et pour se dire que l'école, elle est face à une crise, comme l'État, le pays, la société est en face d'une crise, pour que l'école puisse jouer un rôle, il faut qu'on réinterroge tous les engagements que nous avons. Si nous voulons que l'école privée joue son rôle, il faudrait que nous soyons en phase, sachant qu'après 50 ans d'indépendance, nous sommes encore loin du compte. Il y a des choses qui nous inquiètent. Si nous voyons aujourd'hui le taux de chômage que nous avons, si nous voyons les perturbations, les crises, hier, vous avez vu les problèmes de valeurs sur lesquels les gens ont travaillé, cela nous interpelle. Si nous voulons développer ce pays-là, quel rôle, quelle responsabilité pour aller vers une société gagnante? Et nous savons que l'État met beaucoup de moyens, mais avons-nous le droit? Parce que cet argent que nous mettons dans l'éducation, mais c'est notre argent. Tous les Sénégalais doivent se permettre de mettre des milliards et qu'à terme, qu'il n'y ait pas de résultat. C'est pas normal. Parce que c'est des générations, c'est des ressources qui devaient exister à des générations qui sont dilapidées. Avons-nous, devons-nous, pouvons-nous poser d'autres alternatives? C'est ça aussi qui est intéressant. L'école aujourd'hui satisfait de moins en moins des autres acteurs. Les parents ne sont pas satisfaits, c'est pourquoi certains se tournent dans le privé. En s'enseignant à blanc, c'est pas parce qu'ils ont des ressources qu'ils vont dans le privé. Les enseignants se plaignent, les élèves se plaignent, l'État qui met autant de ressources n'est pas satisfait. Et ça, c'est un coût excessif. On ne peut pas continuer à endosser. Et nous, dans le contexte, si nous voulons sortir de notre situation de pays pauvre très endetté, le cycle PPTE, nous n'avons pas d'autre alternative que celle qui consiste à donner une bonne éducation à les enfants. Et comme le dit le père Kébabay, le juge Kébabay, la deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Parce qu'il y a un problème de l'éthique, il y a une grande débat qui avait animé, c'est le problème de l'éthique. C'est les grandes conférences qu'il a données à l'université sur l'éthique. Mais il dit, la deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Tous mes amis, tous ces amis, dans les pays émergents que j'ai rencontrés, le disent, la tête de Russie de ces pays émergents, la Chine, ces pays asiatiques qu'on appelle les dragons, hein, les tigres, parfois, c'est la réussite de l'éducation. Et le processus de l'Algérie dans nos relations internationales les plus feutrées, marquées par la concurrence et la compétition, nous menons et on mène encore le combat contre nous, le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, armer notre jeunesse de science jusqu'au temps par l'éducation et la formation, et aucune presse, et aucune presse ne doit nous dispenser de cet effort. Et à la croisée des chemins, guerre civile, famine, coup d'État, menaces terroristes, parce que vous voyez, aujourd'hui nous sommes tous inquiets
crise de valeur, sont là, notre lot que nous vivons depuis de longues années. Et si nous devons sortir de cela, où est-ce que nous devons trouver la solution? Il n'y a pas de solution. J'aime bien l'engagement de M. Baud qui dit qu'il faut croire à nos valeurs endogènes. Nos valeurs endogènes, c'est quoi? C'est vous, c'est nous seuls, c'est pas nous. Les apports extérieurs ne seront qu'accompagnés, ne seront qu'un adjuvant, mais ce qui nous permettra de sortir de l'ornière, c'est nos valeurs, c'est nous, notre jeunesse. J'aime bien ce que disait Abdoulaye Wade lorsqu'on l'intronisait. Cette jeunesse, au milliard, on lui donnait. Mais c'est vrai, si on le met, que ce ne soit pas seulement un discours, comment le traduire dans les faits, que cet engagement soit, et que ces jeunes qui soient dans le secteur, dans le système, puissent prendre sur eux cet engagement et le vivre correctement. Je sais que vous le réussissez, vous le faites bien au niveau de la haute, mais espérons que cela puisse faire tâche d'huile et d'éteindre sur le Sénégal. Cela voudrait qu'on comprenne une rupture. Et le système éducatif, malgré toutes ces questions de principe, le paquet scientifique, bon, il a des difficultés qu'il nous faut aujourd'hui surmonter. Bon, le président a pris sur lui un engagement très fort en prenant 11 décisions lors du conseil présidentiel du mois dernier, mais cette 10e décision, ce n'est pas un avis, c'est une décision. Une décision qui est prise. Une décision qui consacre à l'enseignement privé. C'est la première fois l'institution prend un engagement fort. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai entendu le ministre hier de déclarer très fortement. La bonne est assise dans le camp. C'est la mise en place du dispositif de professionnalisation des enseignants. Vous l'avez évoqué, M. le ministre, vous avez dit qu'il y a des perspectives en salle. La mise à disposition d'intrants dans les manuels et le matériel didactique. Cela, c'est nécessaire si on veut sortir de l'ornière. Le développement des mécanismes de financement, des projets d'acquisition d'infrastructures et autres. Ça, c'est des questions sur lesquelles nous ne devons pas attendre. Malheureusement, le drame que nous avons dans l'école privée, c'est que nous sommes trop attentifs. L'État a fait ses preuves, a atteint ses limites. En bref, Très fort. L'État a des difficultés pour sortir déjà dans son dispositif. Si aujourd'hui le privé n'attend que des solutions que l'État lui propose, le secteur privé que nous voulons aujourd'hui faire émerger ne nous mènera pas. Nous devons aujourd'hui nous battre pour voir comment, au niveau des... J'ai vu dans vos documents, les investissements, les immobilisations qui font des milliards, ce que vous payez en impôts, qui font des centaines de millions. Mais cela a un coût, mais malheureusement, il n'est pas mis sur la table. Pour que les gens sachent, aujourd'hui, en tant qu'employé, il y a un autre employé à côté qui emploie des centaines. J'ai eu environ 200 enseignants pour lesquels vous avez des postes permanents. Il y a des milliers des milliards en immobilisation, des millions de francs des impôts à payer, mais cela, en retour, il n'y a absolument pas de façon. C'est parce que les acteurs que vous êtes ne posez pas l'alternative et exigez en retour ce que vous investissez en procès. Parce que il y a ce qu'on appelle des zones franches chez les industriels. On veut permettre de s'installer dans des zones, ils peuvent même rapatrier les bénéfices, parce que les bénéfices font. Alors nous faisons une économie domestique. Nous investissons, nous mettons nos ressources, nos moyens, notre énergie, et l'État n'a pas de stratégie pour accompagner cet investissement. La subvention qui est modique, madame qui s'occupe bien de ça, c'est que cette subvention ne permet même pas de payer un mois de salaire des personnels du groupe. Et pourtant, il y a des adresses qui sont là, qui font elle. Pour dire, ne pas être trop long, je voudrais juste dire que nous sommes interpellés. Et cette interpellation intéresse tous les maillons des intervenants dans le système. Aussi bien cette jeunesse qui est là, qui est avec nous, qui est notre seul espoir, qui est l'investissement le plus sûr sur lequel nous pouvons compter, et nous, acteurs,
qui ne vont pas nous permettre de faire des investissements nuls. Je ne peux pas imaginer que vous puissiez ouvrir une école, y travailler tout le temps, toute l'année scolaire, investir autant de ressources, autant d'énergie, autant d'ingénierie, et à terme avoir des résultats nuls. On ne peut pas l'imaginer dans une école privée, on ne doit pas l'accepter pour l'école sénégalaise. Et cela, ça veut dire qu'il y a une responsabilité. La communication, il y a des interpellations qui sont adressées à tout le monde, à l'État, au privé, au secteur privé que nous sommes en particulier, aux acteurs de l'école en général, les enseignants, les élèves, les employeurs. Aujourd'hui, il s'agit d'échanger rapidement, à la suite de cette communication, un certain nombre de points de vue et nous inscrire dans la dynamique que le ministre a effectivement indiqué hier. Comment accompagner le privé pour qu'il soit capable de relever lui aussi le défi. Nous faisons des efforts. Nous ne tendons pas la main, nous, en tant que privé. Ce n'est pas notre rôle de tendre la main. Mais nous avons une mission de service public, donc nous devons pouvoir être soutenus par l'État pour bien accomplir cette mission de service public. Je voudrais vraiment donner la parole à la salle. Ceux ou celles qui ont des contributions à faire, des questions à poser, y compris, chers élèves, vous-même, vous êtes au cœur du débat. Nous voudrions aussi vous écouter, prendre en compte vos préoccupations, mieux les prendre en compte en tout cas. C'est aussi une de nos responsabilités. C'est pourquoi je voudrais immédiatement passer la parole à la salle. Celle qui veut s'inscrire. C'est un appel. Hein. Voilà, la question, c'est par rapport à l'enseignement religieux. Voilà, donc il y a eu un moment où on parlait de l'introduction de l'enseignement religieux dans le système éducatif. Donc, qu'en est-il de ce point au niveau du ministère? Voilà, donc le deuxième point, c'est un appel. Bon, dommage effectivement qu'on ait eu une audience moins importante que hier. Parce que l'appel là que je